Est-ce que investir dans le pétrole vous intéresse? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise qui risque fortement de vous intéresser puisqu'il s'agit de Texas Pacific Land Corp. Elle est surnommée la Berkshire du Permian. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez l'apprendre, et à juste titre puisque son business model est tout simplement incroyable et c'est probablement un des meilleurs investissements possibles pour jouer le pétrole en bourse. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon verdict et surtout mon prix juste sur TPL, Texas Pacific Land Corp. Donc déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, TPL c'est une entreprise américaine, donc elle a pour ticker TPL, elle est cotée au NYSE, elle est dans le secteur de l'énergie, dans la sous-industrie du gaz et du pétrole. C'est bien évidemment une entreprise américaine qui a une capitalisation de 20 milliards de dollars et vous pouvez voir qu'elle bat largement le S&P 500 sur les 5 dernières années avec un CAGR absolument impressionnant de 45,56% par an et une performance totale de 553%. C'est du délire. Si vous aviez investi 1000 $ sur Texas Pacific Land Corp, vous auriez aujourd'hui 5553 $. Cette analyse d'action va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons l'analyse quantitative, puis ensuite l'analyse fondamentale, la valorisation de l'action et enfin nous ferons la conclusion. Pourquoi? Tout simplement puisque j'ai décidé de restructurer un petit peu mieux les analyses comme elles étaient structurées au début. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur la chaîne IQ Invest, abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est toujours pas fait, il y a un onglet playlist et dans cet onglet playlist, il y a 2 playlists, la méthode 2023 et la méthode 2024. Donc je vous encourage à aller voir ces 2 playlists puisque ce sont les explications de ma méthode d'analyse que je mets à jour tous les ans. Et justement, cette année, on est en 2025 et je n'ai pas fait de nouvelles playlists pour le moment, tout simplement puisque je réfléchis encore à comment est-ce que je vais présenter cette année ma méthode d'analyse et j'ai une idée qui risque potentiellement de vous plaire. Donc je vous réserve pas mal de choses pour cette fin d'année. Donc du coup, j'ai décidé de redécouper en fait ces 4 étapes en plusieurs étapes et pour ceux qui ont suivi les dernières analyses d'action, vous avez vu qu'elles étaient découpées en 15 questions. Et en fait, j'ai décidé de redécouper ces questions et de les séparer entre analyse quantitative et analyse fondamentale. Il y a notamment 10 questions sur l'analyse quantitative et dans cette analyse sur YouTube, on va voir les 3 premières questions. Donc, est-ce que la note quantitative de l'entreprise est bonne? Est-ce qu'elle a eu une bonne croissance par le passé? Et à quel point est-ce que l'entreprise est rentable? Si vous voulez voir les 7 autres questions de l'analyse quantitative, je mettrai une version complète de l'analyse qui sera disponible dans l'application IQ Invest, dans la fiche détail de Texas Pacific Land Corp. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne plus tout aborder sur YouTube? Tout simplement puisque ça serait trop long, ça ferait des vidéos d'analyse beaucoup trop longues et j'estime qu'il est juste pour les abonnés de l'application d'avoir accès à du contenu exclusif. Donc c'est pour ça que les abonnés à l'application auront droit à la version complète des analyses avec 100% des détails et 100% de ma méthode expliquée. Donc du coup, première question, est-ce que la note quantitative de l'entreprise est bonne? Ici, on va regarder la note quantitative calculée par l'application IQ Invest qui est calculée sur 20 critères. Donc on a les retours sur capitaux avec le ROIC sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc ce sont des médianes à chaque fois. On a la rentabilité avec la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette et le pourcentage de CAPEX par rapport à l'operating cash flow. On a la croissance du chiffre d'affaires sur 1 an, 5 ans et 10 ans ainsi que le score de prédictibilité de la croissance future du chiffre d'affaires. Et on a les bénéfices qui sont calculés avec les free cash flow avec la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Ensuite, on a les dividendes, pareil, 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc ça, c'est la croissance et le nombre d'années d'augmentation du dividende. Et enfin, on a les dettes calculées avec les dettes sur EBITDA et le payout ratio. Donc tous ces critères, il y en a 20 additionnés, donnent une note sur 20 et chaque critère a donc un barème qui lui donne 1 point, 0,5 ou 0 point. Donc ici, vous pouvez voir quand c'est vert, tout simplement, c'est plus 1. Quand c'est orange, c'est plus 0,5 et quand c'est rouge, c'est 0 point. Donc plus la note est proche de 20, mieux c'est et ça permet de trouver des entreprises de qualité extrêmement rapidement sur l'application IQ Invest. Donc du coup ici pour Texas Pacific Land Corp, on a 16,5 sur 20, donc largement supérieur aux 12 sur 20 attendus. Donc ici on est bon, l'entreprise c'est presque un sans faute mais elle perd des points sur la croissance des free cash flow par action, vous pouvez voir ici sur 1 an et sur 5 ans, mais en fait on va voir que cette métrique est faussée et elle est due à un point en particulier qu'on va aller creuser juste après. Et on a également le pourcentage de CAPEX sur OCF et le score de prédictibilité de croissance du chiffre d'affaires, notamment, alors je pense que le score de prédictibilité est impacté puisque vu que c'est une entreprise qui opère dans le pétrole, elle est énormément dépendante du cours du pétrole pour ses revenus comme vous allez le voir, et au niveau des CAPEX en fait c'est exactement pour ça que la croissance des free cash flow sur 1 an et 5 ans est impactée et vous allez comprendre pourquoi juste après. Deuxième point donc, est-ce que l'entreprise a eu une bonne croissance par le passé? Ici je vais regarder la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, donc avec le CAGR à 5 ans, il est à plus
7,5%. Donc vous pouvez voir ici la croissance des revenus. Donc les graphiques sont tirés bien évidemment de l'application IQ Invest. Ensuite, on a la croissance des EPS avec le CAGR sur 5 ans qui est à plus 7,45%. Donc vous pouvez voir la croissance juste ici et vous pouvez voir que la croissance a explosé entre 2017, 2018, 2019, puis elle a baissé pendant le Covid en 2020, puis elle est remontée, mais avant ça, elle était plutôt stagnante. Ensuite, on a la croissance des free cash flow par action sur 5 ans et ici, on est à moins 26,5%, notamment à cause de l'année 2024 où les free cash flow ont été très faibles en 2024 et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Ensuite, personnellement, j'aime bien voir une croissance des EPS supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas ici. Vous pouvez voir que le chiffre d'affaires a une meilleure croissance que des EPS. Pourquoi? Puisque si les EPS croient plus vite que le chiffre d'affaires, ça veut dire que les marges de l'entreprise s'améliorent. Et pareil, j'aime bien voir une croissance des free cash flow par action supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas non plus le cas ici. Donc ici, en l'occurrence, TPL ne marque qu'un seul point. Les free cash flow sont négativement impactés, notamment par les CAPEX. Et ça serait intéressant et peut-être plus adéquat ici de mesurer les OCF, donc les operating cash flow qui ne sont pas impactés par les CAPEX, plutôt que des free cash flow qui sont impactés par les CAPEX. Et dans 2 minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Ensuite, troisième point dans l'analyse quantitative, à quel point est-ce que l'entreprise est rentable. Ici, on a une marge brute de 88%, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Une marge opérationnelle de 75%, une marge nette de 62%, une marge free cash flow de 12%. Alors forcément, la marge free cash flow, vous pouvez voir ici qu'elle est extrêmement mauvaise en 2024 à cause des free cash flow qui ont baissé justement à cause de ces fameux CAPEX. Et ensuite, moi j'aime bien voir une croissance des marges positive, mais ici ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir que la tendance est plutôt baissière sur les marges à long terme, donc de belles marges malgré une tendance baissière qui selon moi pêche ici pour TPL. Mais donc du coup on se retrouve ici dans l'application IQ Invest et cette semaine jusqu'à dimanche soir vous avez moins 15% sur l'application avec le code Trade Republic qui s'affichera à l'écran, tout simplement puisque c'est pour fêter le lancement des imports automatiques avec Trade Republic. Donc maintenant il y a Interactive Broker, DeGiro et Trade Republic avec lesquels vous pouvez importer votre portefeuille dans l'onglet portefeuille. Donc profitez-en si vous avez envie d'essayer l'application moins 15% cette semaine. Donc Texas Pacific Land Corp, on va aller dans l'onglet quantitatif et on va aller voir ici les graphiques de flux. Donc en fait si on regarde un peu plus en détail le flux de trésorerie pour calculer l'operating cash flow, donc c'est celui-là, c'est le flux de trésorerie d'exploitation, on part du résultat net, on rajoute les rémunérations à base d'actions, donc les SBC, on soustrait les dépenses d'activité, donc les autres dépenses d'activité, ça nous donne le flux de trésorerie d'exploitation et ensuite à cette OCF, donc operating cash flow, on vient soustraire les dépenses d'investissement, les CAPEX et ça nous donne le flux de trésorerie disponible, donc les free cash flow qui restent à la fin. Donc du coup on voit bien ici que les CAPEX sont énormes. Si on regarde justement le ratio ici CAPEX sur OCF, vous pouvez voir qu'il a explosé en 2024 alors qu'auparavant il était extrêmement faible, sachant que vous allez voir dans le business model de Texas Pacific Land Corp, il n'y a aucune raison qu'elle ait beaucoup de CAPEX. Donc je suis allé mener ma petite enquête sur le site Investor Relations et en fait quand on regarde dans les SEC filings, on va trier par 10K et on va aller voir le dernier rapport annuel ici. On va rechercher dans ce 10K Consolidated Statements of Cash Flow. Pourquoi? Puisque dans ce Consolidated Statements of Cash Flow, on va retrouver en fait ce qu'on retrouve ici, à savoir les flux de trésorerie, donc les cash flow statements. Et vous pouvez voir dans l'application, donc dans les flux de trésorerie, qu'on retrouve les CAPEX, dépenses d'investissement, et on voit des CAPEX absolument énormes en 2024. Et en fait, quand on regarde dans le 10K, on s'aperçoit ici en 2024 qu'il y a eu dans Cash Flow from Investing Activities, Acquisition of Royalty Interest Net of Post-Closing Adjustments, 395 millions de dollars. En fait, on retrouve ici Purchase of Fixed Assets plus Acquisition of Royalty Interest et ça nous donne ici les CAPEX qu'on retrouve dans l'application, donc 425 millions de dollars. Et donc on s'aperçoit donc par rapport aux autres années, vous voyez que c'était extrêmement faible. En 2023, c'était 3 milliards, en 2022, c'était 1,6 milliard. Donc on a eu une énorme acquisition immobilière en 2024. Et en fait, si on retourne donc sur le site de Texas Pacific Land Corp et qu'on va dans Presentations, on voit Permian Oil and Gas Mineral Royalty Interest Acquisition. Donc en fait, qu'est-ce que nous dit ce document? Ça nous dit tout simplement que fin 2024, l'entreprise a acheté énormément de terres puisqu'elle a acquis donc 7490 acres de terre qui versent des royalties. Donc vous allez comprendre juste après lors du business model pourquoi est-ce que c'est important. Et en fait, vous pouvez voir sur la carte donc les terres en bleu ici, Acquired Royalty Acreage et Existing TPL Acreage. Donc en gris ici, ce sont les terres existantes de TPL, de Texas Pacific Land Corp, et ici les terres acquises en bleu. Donc en fait, il y a eu une énorme acquisition immobilière qui a fait s'envoler les CAPEX et qui donc forcément a impacté négativement les free cash flow en 2024. Donc du coup, si on récap sur notre analyse quantitative, on a une note d'analyse de 22 sur 34
4. Encore une fois, si vous voulez voir tous mes critères, allez voir l'analyse que je mettrai à disposition dans l'application IQ Invest. Globalement, vous avez le barème en dessous, entre 17 et 26. On est sur une entreprise intéressante, mais on n'est pas sur une entreprise exceptionnelle. Donc TPL perd des points ici, mais on a quelques points, notamment les free cash flow et les capex, qui pourraient être gagnés si jamais on décide de ne pas les prendre en compte dans la note, tout simplement puisqu'il s'agit d'achats ponctuels et ça ne va pas impacter tous les ans l'entreprise. Ensuite, on peut passer à l'analyse fondamentale qui, pareil, est découpée en 10 étapes, 10 questions très précises et on va voir ici les 3 premières questions. Donc, comment s'est créée l'entreprise? Est-ce que je comprends le business model de l'entreprise et où et comment l'entreprise gagne de l'argent? Donc, première question, comment s'est créée l'entreprise? Tout remonte en 1871 avec la création de TNP par une charte fédérale avec le but de créer un chemin de fer qui relie le Texas à la Californie et TNP se voit accorder des sections de terre pour construire ce dit chemin de fer. Donc en fait, vous pouvez voir ici, donc c'est la map of the Texas Pacific Railway et vous pouvez voir donc que ça relie le Texas qui est ici donc au Pacifique à Los Angeles et c'était donc toute cette ligne de chemin de fer. 88, TNP fait faillite et les terres acquises, donc 3,5 millions d'acres, sont placées dans une fiducie pour dédommager les actionnaires. Donc la fiducie s'appelle Texas Pacific Land Trust. En 1920 a eu lieu le début de l'exploitation pétrolière dans le bassin permien au Texas et en 1927 l'entrée de Texas Pacific Land Trust au NYSE, donc au New York Stock Exchange. Donc elle a été cotée en bourse. Entre 1927 et 2010, il ne s'est pas passé grand chose pour la société, mais en 2010, la production de pétrole dans le bassin permien recommence à croître après un long déclin depuis les années 1970, notamment avec l'apparition du fracking. On va revenir dessus juste après. Donc en 2015 a eu lieu le développement rapide du bassin et l'augmentation rapide des revenus de TPL issus des royalties notamment. En 2016, TPL change de fonctionnement et passe d'une société 100% passive à une société gérée activement. Donc c'est pour ça qu'elle ne s'appelle plus Trust mais Corp, puisque aujourd'hui c'est bien une corporation. En 2017 a eu lieu la création de la Texas Pacific Water Resources, donc une compagnie subsidiaire qui fournit des services hydriques dans le bassin permien. Et en 2021, TPL est restructuré et devient Texas Pacific Land Corp. Et ici, vous allez voir pour chaque étape, donc pour chacune des 10 étapes, il y a des questions qui sont associées et en l'occurrence ici, la question c'est a-t-elle une histoire marquante / une histoire mythique? On peut penser ici comme exemple à d'autres entreprises comme Hermès, LVMH, Apple qui ont toutes des histoires marquantes. Et pour moi ici, oui, tout simplement puisque l'histoire remonte au 19e siècle et elle a un imaginaire western et elle incarne le mythe du Far West. Deuxième question donc, est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Texas Pacific Land Corp est une entreprise dont le business principal est simplement de détenir des terres au Texas et c'est ça en fait qui en fait une entreprise exceptionnelle puisque ces terres sont majoritairement situées dans le bassin permien. C'est un bassin sédimentaire aux États-Unis qui s'étend sur l'ouest du Texas et sur le sud-est du Nouveau-Mexique et il est découpé en plusieurs sous-ensembles dans le bassin Midland et le bassin de Delaware. C'est le plus gros site de production de pétrole aux États-Unis puisque ça représente environ 40% de la production américaine et c'est grâce au bassin permien que les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite et devant la Russie et la production a explosé notamment depuis l'arrivée du fracking qui a rendu possible l'exploitation du pétrole de schiste. Donc en fait, si on regarde un petit peu plus en détail le bassin permien, donc c'est ici entre le Nouveau-Mexique et le Texas et vous pouvez voir ici la production de pétrole qui a explosé à partir de 2011 et l'arrivée du fracking moderne. Mais pour comprendre un peu plus en détail, donc le Permien est composé de couches géologiques très riches en hydrocarbures, donc plusieurs plays qui sont superposés comme Strawberry, Wolfcamp ou Bone Spring et ces couches sont très peu perméables, donc le pétrole y est présent mais il est piégé dans la roche et le fracking a permis d'y avoir accès, notamment via le forage horizontal puisque au lieu de forer seulement verticalement, on perce une section horizontale qui traverse des centaines de milliers de mètres de roches saturées en pétrole et on a également la fracturation hydraulique, donc le fracking qui est l'injection d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression pour créer des micro-fissures dans la roche, là où le pétrole et le gaz peut enfin circuler jusqu'au puits. Donc en fait, si on regarde un schéma, ça donne ça. Vous voyez ici un puits de pétrole conventionnel, donc qui fore à la verticale dans une nappe de pétrole, et ici vous voyez un puits de pétrole horizontal, donc qui va aller forer dans des nappes de pétrole qui sont beaucoup plus dures à atteindre. Donc c'est notamment le cas avec le pétrole de schiste au bassin permien. Et donc qu'est-ce que fait TPL dans tout ça? TPL perçoit en fait juste simplement une redevance, donc des royalty interest chaque fois qu'un opérateur extrait du pétrole ou du gaz sur ses terres, puisqu'elle ne l'extrait pas elle-même, elle loue simplement ses terres et perçoit un intérêt sur les revenus de ses clients. Donc elle fournit également des services autour de l'eau, puisque le fracking consomme énormément d'eau et TPL fournit eau et services associés, donc traitement, recyclage et pipeline, et elle perçoit aussi des paiements pour des servitudes de pipeline, des lignes électriques, des routes et des revenus annexes liés à l'usage de la terre. Et la raison pour laquelle les capex sont si élevés sur la dernière année, c'est justement l'acquisition massive de nouveaux terrains, donc avec la carte que je vous ai montrée juste avant. Concernant cette partie, il y a deux questions qui sont associées,
associés. Donc est-ce que les revenus sont récurrents ou prévisibles? Ici on peut noter des abonnements, des contrats long terme ou pluriannuels, et ici tout simplement oui pour moi, puisque TPL perçoit des royalties, ce qui est extrêmement prévisible et stable dans le temps, et les projets de forage de ses clients ont une durée de vie de plusieurs années à minima. Et ensuite la deuxième question, donc est-ce que l'entreprise contrôle sa chaîne de valeur / sa chaîne d'approvisionnement? Donc on cherche pas de dépendance à un constructeur particulier, une entreprise spécifique ou un produit spécifique, et pas de dépendance à des contrats étatiques. Ici pour moi j'ai mis moyen tout simplement puisqu'elle contrôle sa chaîne d'approvisionnement, mais elle dépend en aval du prix du pétrole, puisque ses royalties étant une part des revenus de ses clients. Si le cours du pétrole baisse, les revenus des clients baissent, donc les revenus des opérateurs pétroliers comme ExxonMobil, Chevron, etc. Et donc la part des royalties de TPL baisse également. Troisième point de cette analyse fondamentale, où et comment l'entreprise gagne de l'argent. Alors où, c'est extrêmement simple puisque c'est 100% au bassin permien, donc au Texas, donc 100% aux États-Unis, et ces revenus sont ensuite répartis en 4 segments que vous pouvez voir ici. Donc on a Oil and Gas Royalties qui représente 53% des ventes. TPL possède des droits de type NPRI, donc Non-Participating Royalty Interest, donc c'est un droit de propriété qui donne une part fixe de la production de pétrole et de gaz. Ensuite on a les Water Sales qui représentent 21% des ventes, puisque TPL vend de l'eau douce aux compagnies pétrolières pour le fracking et le développement des puits. Elle possède et opère un réseau de puits d'eau, de bassins de stockage et de pipelines d'acheminement, puisque le fracking consomme énormément d'eau. Ensuite on a Produced Water Royalties qui représente 15%. Ici en fait quand on fore un puits de pétrole, il remonte aussi une grande quantité d'eau produite à la surface qui est souvent salée et polluée, et les opérateurs doivent la traiter et l'évacuer dans des puits spécifiques, et Texas Pacific autorise l'usage de ces terres pour cette évacuation, et en échange elle perçoit une royalty volumétrique, donc au baril d'eau rejeté, de 0,09 à 0,11 $ par baril, et TPL ne produit pas ni n'opère les infrastructures, elle perçoit juste une rente à ce niveau-là. Et ensuite on a le dernier segment, donc Surface Lease Easement and Material, qui représente 10% des ventes, et ce sont les revenus tirés de la mise à disposition de la surface des terres via des baux fonciers, des droits de passage pour les pipelines, des ventes et des locations de matériaux, notamment pour l'exploitation de pipelines et de puits de pétrole, l'exploitation de lignes électriques, des baux commerciaux et agricoles, de la vente de caliche, de sable ou de matériaux divers, de l'exploitation et production d'énergie renouvelable, donc avec du solaire et de l'éolien, et également des batteries de stockage d'énergie et de capture du carbone. Et ici, on a également deux questions associées. Donc, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de produits? Il ne faut pas de concentration sur de gros clients, donc plus de 30%, et pas de dépendance à un produit spécifique clé, plus de 50%. J'ai mis moyen ici puisque TPL a des revenus bien répartis sur ses segments d'activité avec plusieurs sources de revenus, et aucun client ne pèse lourd dans la balance, mais tout est concentré sur le bassin permien. Deuxième question, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de géographie? Donc j'ai mis non ici puisqu'on cherche pas plus de 50% sur un pays ou une géographie particulière, et TPL est 100% concentré sur les États-Unis, 100% sur le Texas et 100% sur le bassin permien. Et donc pour cette analyse fondamentale, on a une note d'analyse fondamentale de 13 sur 20. Encore une fois, si vous voulez voir les 20 questions qui sont associées aux 10 parties, allez voir dans l'application. Et au niveau du barème, ici on se situe dans une entreprise intéressante, mais on n'est pas dans une entreprise exceptionnelle, notamment puisqu'elle perd des points au niveau du management. Et ensuite, troisième étape, donc la valorisation de l'action. Ici on va voir les deux premières étapes. Donc quelle est la meilleure métrique pour projeter la croissance de l'entreprise, et a-t-elle une valorisation attractive par rapport à son niveau de croissance, en sachant que la troisième, c'est la comparaison par rapport au niveau de valorisation historique qu'on ne va pas faire du coup dans cette vidéo, mais qui sera disponible dans la version complète de l'analyse. Et pour ça, on se retrouve dans l'application Equinvest. Je vous rappelle que vous avez moins 15% jusqu'à dimanche soir avec le code Trade Republic. Profitez-en. Et personnellement, j'ai choisi de prendre les EPS, donc les bénéfices par action, tout simplement puisque les free cash flow par action sont beaucoup trop erratiques, puisqu'ils ont été notamment impactés par les capex en cette fin d'année 2024, et ce serait potentiellement pertinent ici d'utiliser les OCF par action, donc l'operating cash flow, que je vais bientôt rajouter ici dans le calculateur de prix juste. Mais en attendant, on utilise les EPS, et j'ai choisi 8% de croissance par an et 36 de multiples final. 8% de croissance par an tout simplement puisque si on regarde au niveau des bénéfices par action, on a 30% sur les 10 dernières années, 7,45% sur les 5 dernières années, 19,38% sur les 3 dernières années, et on a des estimations des analystes ici. Si on regarde les prévisions des bénéfices par action, on a un taux de croissance d'à peu près 6,74% sur les 3 prochaines années. Donc j'ai décidé de couper un petit peu la poire en deux et d'être assez pessimiste sur les prochaines années en mettant la fourchette basse du taux de croissance historique, donc c'est-à-dire à peu près 8% par an, et également en mettant un peu plus que l'estimation des analystes qui est plutôt autour des 7% par an. Donc ça nous donne 8% de croissance estimée par an avec un multiple final de 36, ce qui nous donne un prix juste de $622 pour Texas Pacific Land Corp. On a un prix juste moyen également de la communauté de $745
$, basé sur 82 évaluations. Donc la communauté est plus bullish que moi sur Texas Pacific, mais du coup on a un rendement de seulement 3,54% au prix actuel de $923 et on a une marge de sécurité de moins 48%. Donc clairement l'entreprise serait surévaluée aujourd'hui. Donc sur la valorisation, si on récap, on a un rendement au prix actuel de 3,54% par an, une marge de sécurité négative de moins 48% et une différence avec le PE historique de plus 27%. Donc sur toutes les métriques, l'entreprise paraît survalorisée. Donc pour conclure, ici on a une note d'analyse quantitative de 22 sur 34, une note d'analyse fondamentale de 13 sur 20 et un rendement au prix actuel de 3,54% par an. Texas Pacific Land Corp, pour moi, c'est une entreprise intéressante, mais elle ne se qualifie pas pour entrer dans ma watchlist Ultramote, tout comme c'était le cas la première fois que je l'ai analysée, puisque je l'avais analysée déjà il y a un an sur la chaîne, un petit peu plus d'un an même, et de plus elle est aujourd'hui monstrueusement chère et paraît surévaluée au niveau de toutes les métriques que l'on peut regarder, même après la récente baisse de l'action. Mais je continue à la surveiller néanmoins car c'est une entreprise unique en son genre. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai refait une analyse sur Texas Pacific Land Corp, c'est tout simplement puisqu'on en a parlé sur le podcast Focus Fondamental avec Mathieu qui est le nouveau co-présentateur avec moi-même, et donc on en a parlé rapidement ici sur le podcast Investir sur l'Inde, opportunité historique en bourse, qui est le dernier podcast que l'on a sorti. Donc je vous encourage à aller vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et à aller visionner le dernier podcast. Et globalement Mathieu est très intéressé par cette société, donc je me suis dit que ce serait intéressant moi-même de m'y intéresser et de refaire une analyse dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous comptez acheter TPL ou pas et est-ce qu'elle vous intéresse ou pas. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.